des intervenants qui viennent de France et d'autres qui viennent de Belgique. Pourquoi? Eh bien justement parce que nous avons voulu associer les différentes tendances qui s'expriment au sein de la communauté musulmane ici en Europe pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous, notre place en tant que musulmans dans une Europe que nous voulons multiculturelle. Une Europe qui respecte chacun, qui respecte la culture, la religion, les traditions de chacun de ses concitoyens, de ses citoyens. Pardon. Et donc, je vous remercie, vous toutes et tous. Je remercie également les médias qui se sont déplacés en nombre. Je vois plusieurs chaînes TV, notamment marocaines, Al-Maghribiya, Canal Atlas, TV Bruxelles, Hassan Al-Hali, son émission arabesque, Médiane TV. Donc j'espère que cette conférence va permettre d'enrichir le débat au-delà de cette salle, dans toute l'Europe, j'espère, en tout cas ceux qui comprennent le français. Vous avez ce soir donc organisé un débat, une Europe multiculturelle. Quelle place pour les musulmans? Quelle a été votre motivation pour créer ce débat ce soir? Mais écoutez, il ne faut pas aller chercher trop loin. Encore récemment, une étude de la KUL, l'Université catholique de Leuven, a révélé que presque 50% des Flamands belges estimaient que les musulmans représentaient un danger pour la société belge. Donc je crois que si on extrapole plus ou moins ce résultat sur l'échelle globale de l'Europe, on pourrait croire que plus ou moins le même ratio pense que les musulmans représentent un danger pour l'Europe et pour les Européens autochtones. Et donc cela, en plus d'autres constatations du même ordre, nous ont poussé à se poser cette question. Quelle place pour les musulmans dans cette Europe multiculturelle? Et donc, mais le premier geste qu'on a voulu faire, c'est d'abord permettre aux musulmans eux-mêmes d'aborder cette question et d'essayer dans le cadre du possible apporter des réponses. Et je crois qu'on a eu l'illustration par ce débat qu'il était tout à fait possible d'abord qu'il y ait ce dialogue intercommunautaire entre musulmans. On a invité différentes tendances de l'islam européen. On ne les a pas invités tous, mais je crois que les plus représentatifs étaient là, des sunnites, des chiites, des soufis, etc. Et donc ça nous a permis d'avoir ce premier dialogue. Vous savez, moi je suis pour la valorisation de la culture dans son sens global, de la culture arabo-musulmane, de la civilisation arabo-musulmane. Et je trouve que cette valorisation n'est pas encore présente dans notre société européenne. Je pense notamment aux médias qui ne font pas assez dans ce sens-là. Généralement, quand on regarde nos télés européennes ou quand on lit dans les journaux, on ne parle que des aspects négatifs. Malheureusement, on parle du terrorisme, du machisme de l'homme musulman, on parle des attentats, on parle de l'excision, etc. Je crois que personnellement, je pense qu'il ne faut pas se gêner de parler de ces problèmes, mais il ne faut pas parler que de ces aspects-là. Je pense que les musulmans européens ont aussi une certaine culture, ont aussi une certaine conception des choix de vie qu'ils veulent partager tout naturellement avec partager dans la société dans laquelle ils vivent. Et il faut savoir que leur conception, leur choix, leur culture n'est pas nécessairement antinomique avec la société dans laquelle on vit. Nous sommes des citoyens à part entière. Je crois que ça a été réaffirmé aujourd'hui, que nous voulons aussi vivre pleinement notre citoyenneté. Si on le dit, ça veut dire que certains pensent que la citoyenneté n'est pas encore effective dans le chef de certains musulmans. Je crois qu'à travers cet échange, à travers ce débat, on a essayé d'aborder cette problématique-là. Et si certains pensent que les musulmans sont un danger, je trouve malheureusement que certains musulmans, de leur côté, se replient sur eux-mêmes et veulent rejeter cette société qui pense ne veut pas d'eux. Et je trouve que c'est ça le vrai danger. Le danger aujourd'hui n'est pas le musulman, n'est pas la religion, n'est pas la culture. Le danger aujourd'hui, c'est la conception qu'on a des uns et des autres. C'est les préjugés qui deviennent la norme, malheureusement. Et je crois que modestement, notre Centre euro-arabe pour le dialogue des cultures a essayé d'amorcer ce débat. J'espère que nous avons réussi à avoir des premiers échanges. Nous espérons développer tout ça dans le futur, en partenariat avec d'autres acteurs associatifs, qui soient musulmans ou pas musulmans. Mais nous l'avons fait aujourd'hui dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Nous essayons de collaborer prochainement, nous essayerons de collaborer prochainement avec d'autres acteurs. Mais vous savez, notre centre est pour le dialogue des cultures.
Et donc, nous essayerons d'aller vers les autres cultures, d'aller vers les autres religions, d'aller vers les autres idéologies qui façonnent la vie de nos concitoyens ici en Europe, parce que nous pensons que sans les autres, notre vie n'a aucun sens. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous savez, tous les musulmans ne sont pas des dangers, tous les musulmans ne sont pas des anges. Tous les musulmans sont des citoyens comme les autres. Vous savez, chez nous aussi, il y a des bons et des mauvais, comme chez les autres. Et je crois que si on doit faire passer un message, c'est qu'un musulman européen est un citoyen comme les autres. Je crois que les musulmans doivent construire cette place-là. Ils doivent la construire et je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui a dit que l'Europe n'est pas une chance pour l'islam. Je crois que le contraire. L'Europe est une chance pour l'islam. Je crois qu'on ne pouvons que tirer profit de notre présence. Notre présence ici, c'est Dieu qui l'avait voulu. Beaucoup de Belges, de Français, d'Européens se sont convertis grâce au bon voisinage de musulmans, grâce au contact avec des personnes musulmanes. Beaucoup de gens qui se sont convertis grâce à la rencontre dans le cadre du mariage. C'est une bénédiction, je crois, c'est une bonne chose. Et moi, je crois que le climat de liberté qui règne ici en Europe, il pourrait influencer un jour cette présence musulmane jusqu'à ce que les musulmans s'organisent et proposent l'islam. Non pas l'imposer, ils proposent leur version de l'islam, de la miséricorde, parce que cet islam dont on parle ici, il est miséricordieux, pas pour les Arabes ou les gens d'origine musulmane, mais pour toute l'humanité. Sinon, Dieu n'aurait pas dit au prophète, à son messager, qu'il l'a envoyé justement comme miséricorde à toute l'humanité. C'est vrai, il y a des épreuves, il y a des problèmes à surmonter, mais on a aussi des problèmes aussi dans nos pays musulmans. Mais ici, je crois que les musulmans, et ça, beaucoup en témoignent, ils vivent leur religiosité plus à l'aise dans certains pays musulmans, où parfois il y a une tension, il y a une pression sur les gens, où il y a parfois un manque de liberté. Ici en Europe, je crois que, à part certaines questions, comme la question du foulard, du port du foulard, mais encore, je crois que il faut qu'on s'organise nous-mêmes, musulmans. Il faut qu'il y ait un débat à l'intérieur de notre communauté, pour qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'on veut, quel est notre rapport à l'autre, quel est notre rapport à notre religion, qu'est-ce que notre rapport à celui qui n'est pas musulman. Il faut cesser de parler dans un pays avec qui on a un pacte, qui est l'Europe. Il faut cesser de parler des kafirs comme si c'est des gens qui sont déjà prédestinés pour l'enfer. Et que certains musulmans parlent d'eux-mêmes comme s'ils sont déjà dans le paradis. Non, on est tous des êtres humains, on a une épreuve ensemble. Nous espérons, avec la guidance de la révélation et surtout de celui qui est le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous espérons accéder au bonheur, mais nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons proposer aux autres. Nous devons le faire mais il faut seulement travailler notre discours, travailler notre communication, travailler, marketing de la religion vis-à-vis de l'autre. Il faut travailler ça. Il faut que les musulmans soient remplis et emplis d'amour et de miséricorde pour l'autre. Parce que tu ne peux pas ramener quelqu'un à l'islam si tu ne l'aimes pas. Il faut l'aimer. Je n'étais pas intervenant, donc je n'ai pas livré mon point de vue. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de stimuler le débat entre les intervenants et c'était assez pas mal. Parce que généralement, ceux qui posent la question de quelle est la place des musulmans en Europe sont généralement des gens qui sont en dehors de la communauté musulmane et qui, des fois, le font en stigmatisant ou en jetant le discrédit sur les musulmans d'Europe. Ce que j'ai aimé ici, c'est que c'était un débat vraiment sincère, engagé par les musulmans eux-mêmes. Et ça, c'est une démarche assez inédite. On a vu différents courants. Il y avait des soufis, il y avait des chiites, il y avait des wahhabites, il y avait des frères musulmans, c'était vraiment très très contrasté, ce qui montre deux choses. D'abord que les musulmans sont tout à fait capables de dialoguer entre eux au-delà de leurs courants respectifs, mais aussi que lorsqu'ils discutent entre eux, eh bien, ils apportent une plus-value à la société. Quand des musulmans discutent entre eux, c'est pas seulement bon pour eux, c'est bon pour la société. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de démarche-là ou c'est la première fois? Mais ce genre de démarche existe beaucoup dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, on voit cela aussi dans des pays du Nord comme le Danemark, etc. Mais c'est vrai qu'en Belgique et en France,
Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une pratique beaucoup moins courante. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a la machine assimilationniste de la société qui renvoie l'idée que dès que des musulmans se retrouvent entre eux pour discuter, eh bien, quelque part, ils fomentent du communautarisme. C'est une vision tout à fait tronquée et je trouve que les musulmans doivent s'émanciper de ce type d'accusation. Il faut prendre des moments pour discuter entre nous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de l'interculturalité, on ne peut pas faire de être en échange avec les autres si au préalable on ne sait pas qui on est. Et ce type de débat intercommunautaire permet dans un second temps de faire ce genre de débat intracommunautaire permet de faire des débats intercommunautaires par la suite. Pouvons nous dire alors que c'est un bon début pour l'union des musulmans, enfin? Oui, enfin l'union, ça dépend. Moi, je souhaite pas forcément une société communautariste où il y a des clans corporatistes qui se forment. Mais ce que je crois, c'est que des musulmans, au-delà de leurs courants respectifs, ont des points d'accroche et doivent s'unir pour porter des revendications communes. Ça, je crois qu'ils doivent le faire. Ce n'est pas assez le cas aujourd'hui, je le regrette. Et donc, c'est effectivement une première pierre, mais une première pierre dans un objectif plus large qui est comment préparer ensemble, tous ensemble, musulmans et non musulmans, une société qui pratique l'égalité de traitement. C'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est que la discrimination est la règle et l'égalité de traitement est l'exception. Ça ne va pas. On est en train de marcher en poirier. Il faut inverser. L'égalité de traitement, ça doit être la règle. Et pour ça, il faut pouvoir travailler et changer notre société. La communauté musulmane doit se prendre en charge et puis elle doit se mettre en dialogue avec d'autres communautés. Parce que moi, je ne crois pas que tout seul on y arrivera. Je crois profondément que c'est dans l'union des différentes communautés qu'on s'en sortira. Donc rester citoyen. Rester citoyen, mais pas citoyen passif, rester citoyen engagé, s'engager dans les débats publics, ne pas se laisser enfermer dans les stigmatisations dans lesquelles nous renferme une partie de la société dominante, s'émanciper de cela, travailler, faire des propositions et puis nouer des alliances avec d'autres communautés. Je pense que c'est vers cela qu'il faut aller. Une dernière petite question, vous qui êtes représentant du Marax, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'islamophobie? Est-ce qu'elle s'éteint ou elle continue à être attisée? Je crois que l'islamophobie est dans une situation très critique. La situation est vraiment grave. Elle s'est particulièrement emballée, comme tout le monde le sait, depuis le 11 septembre. Mais plus les années passent, plus ça se passe mal. Je pense par exemple à l'enquête de Trends Tendance qui a fait procéder à un sondage anonyme auprès des employeurs. Et ce qui ressortait de l'enquête, c'est que plus de 50%, plus de la moitié des employeurs interrogés disaient qu'à compétences égales, les candidats musulmans ne seraient pas sélectionnés. C'est très très grave. Et ça, c'est un exemple qui est révélateur d'autres secteurs dans l'école. Ça fonctionne de la même manière. 95% des écoles de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, 95% des écoles interdisent le foulard. C'est vrai pour le logement, c'est vrai pour les activités ludiques, sportives, etc. Moi, je crois que la situation est très très grave. Il faut absolument mettre la gomme pour, à un moment donné, prendre la réelle température de l'islamophobie et la combattre. Et je tiens enfin à dire que l'islamophobie, ce n'est pas le blasphème. Moi, je trouve qu'on a tout à fait le droit de critiquer la religion en tant que telle. D'ailleurs, les musulmans n'épargnent pas leur propre religion, contrairement à ce qu'on croit. Il ne faut pas hésiter à critiquer la religion, mais l'islamophobie, c'est pas ça. L'islamophobie, c'est le fait d'exclure ou de discriminer les musulmans, la personne des musulmans. Et ça, c'est totalement inadmissible. Je suis Yahya Christian Bonneau, donc certains connaissent mieux sous un prénom ou sous un autre. Je suis français, musulman depuis longtemps, depuis disons 1979. Et professeur d'arabe, professeur agrégé d'arabe et docteur en islamologie, ma spécialité étant la philosophie islamique. Ce soir, vous avez participé à un débat, une Europe multiculturelle, quelle place pour les musulmans? Alors, quelle place pour les musulmans ici en Europe? Justement, c'est bien le grand problème, la grande question, quelle place l'Occident sera prêt à faire pour les musulmans, alors que jusqu'à présent, il en est plutôt à nier carrément même la place que l'islam avait déjà dans la culture européenne, dans son histoire. C'est tout un processus que beaucoup de grands médiévistes comme Alain de Libera ont dénoncé déjà, qui a commencé depuis l'humanisme, la Renaissance, les Lumières, où l'identité européenne s'est construite sur un rejet de l'arabe et du musulman. Il est temps de dépasser cela. Malheureusement, on voit avec les publications qui ont lieu tout au long de 2008,
dont j'ai parlé dans mon intervention, enfin, en particulier le fameux livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, Les racines grecques de l'Europe chrétienne, un livre de Jean-Paul Roux qui veut faire qui voit entre l'islam et le christianisme un conflit linéaire qui va de Charles Martel jusqu'à Oussama Ben Laden. Enfin, donc, à un très haut niveau culturel, malheureusement, beaucoup sont en train de mener un combat idéologique pour revenir carrément même en arrière par rapport aux acquis scientifiques des médiévistes, des spécialistes de l'histoire médiévale des dernières années. On en est carrément là. Que devons-nous constater? Que les musulmans doivent rester des citoyens de seconde zone ou doivent-ils s'affirmer en tant que tels? Je pense que les musulmans doivent revendiquer que enfin, la laïcité soit véritablement laïque. Une vraie laïcité. En fait, nous devons revendiquer de laïciser la laïcité. Cette laïcité, elle a été inventée pourquoi? Elle a été inventée parce que l'Occident médiéval chrétien, déjà ne supportait pas le pluralisme en raison de sa théologie du salut, puisqu'il y a un seul peuple élu, dépositaire d'une seule vérité qui doit sauver tous. Donc ce peuple élu, c'était l'Église catholique. Donc a éliminé toutes les hérésies, l'une après les autres, les cathares, etc., jusqu'à ce qu'il s'est passé que le protestantisme est devenu si nombreux qu'il n'a pas pu être éliminé. Il y a eu donc près de 100 ans de guerre de religion terrible, où finalement l'Occident était menacé de disparaître lui-même, tous ensemble, parce que c'est 100 ans de guerre de religion qui n'arrivaient pas à arriver à une fin. Donc c'est à ce moment-là que la laïcité a commencé, l'idée de laïcité a commencé à être inventée, c'est-à-dire qu'on pourrait vivre ensemble en ayant finalement des religions, des convictions différentes, qu'il n'y avait plus à sacraliser une de ces doctrines et qu'elle s'impose à l'autre comme seule vérité donnant le salut. Bon. Eh bien, c'est à peu près la même chose maintenant. Le seul moyen pour qu'on ait un véritable pluralisme, l'idéal, ça serait d'abord qu'on reconnaisse l'apport de l'autre en tant qu'autre. On n'en est malheureusement pas là. Donc le minimum, c'est la laïcité, c'est-à-dire que l'on reconnaisse le droit de chacun des autres, de tous les autres, à vivre ensemble sans qu'aucune des doctrines ne soit sacralisée, y compris la laïcité elle-même, y compris, par exemple, qu'est-ce qu'une laïcité qui reconnaît d'un autre côté qu'un pays fonde son droit à l'existence sur une interprétation de l'Ancien Testament, comme c'est le cas pour l'État d'Israël. Si on veut être vraiment laïque, il n'y a aucun pays qui n'a le droit de justifier son existence par rapport à un texte religieux. Et donc, ce qu'on demande, une vraie laïcité où aucun citoyen ne voit sa différence essentialisée et aucune doctrine ne se voit sacralisée. Je pense qu'on l'a très bien résumé donc, durant le débat, qui est de rappeler et d'insister sur le fait que les musulmans ne sont pas des éléments étrangers donc à la société européenne, ils font partie de la société européenne, ils sont une partie composante donc indissociable de celle-ci. Et c'est clair qu'il faut peut-être insister sur le rôle qu'ils peuvent jouer et l'apport aussi, la plus-value qu'ils peuvent apporter à ces sociétés dans lesquelles ils vivent actuellement. Et c'était d'ailleurs le cœur même du débat d'aujourd'hui. Si nous sommes ici en Europe, c'est par qadar, c'est par destin divin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Parce qu'il n'y a pas dans le destin divin, dans son destin, il n'y a pas de hasard. Si nous sommes ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, c'est que nous avons un rôle à jouer et surtout nous sommes porteurs d'un témoignage, shahada, que nous pouvons faire parvenir à tous ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas donc déjà notre religion, notre culture, nos valeurs. Et cela nous permet aussi de participer avec les autres membres de la société à édifier la société de demain, qui doit être bien sûr une société habitée par la sécurité, par la paix civile et surtout par l'entente dans la mesure du possible, sachant que celle-ci n'est jamais absolue. Dans toute société multiculturelle, il y a toujours des conflits, des heurts, et ça c'est le lot de toute société humaine. Nous avons entendu que l'histoire du voile était un faux débat. Qu'entendons-nous par là? C'est un faux débat parce qu'il n'incarne pas les véritables problèmes. Ce n'est pas un vrai problème en soi, parce qu'il y a d'autres problèmes que nous avons dans nos sociétés auxquels malheureusement on ne s'attaque pas. Pourquoi n'avons-nous pas consacré
comme dans le cas de la France, pour ne reprendre que cet exemple, pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat en profondeur par rapport à certaines crises que traverse la société française, qu'il s'agisse de la précarité, des inégalités sociales, de la violence donc juvénile, etc. Pourquoi s'être focalisé sur une question qui est tout à fait secondaire, qui ne fait pas partie des vrais problèmes que rencontre l'école publique? C'est de là que nous pouvons tirer le fait que cette question appartient à ce qu'on appelle donc infodébat. C'est clair que le constat qui a été effectué aujourd'hui met en évidence quand même que la présence musulmane donc résulte des mouvements migratoires, surtout pour des raisons économiques, mais qu'on arrive donc à des demandes d'asile politique, et que finalement, je pense une chose à toujours retenir, c'est que les pays d'origine des fois sont des dictatures puisqu'on arrive à migrer pour des causes politiques, et que finalement l'État belge est un État de droit qui s'inscrit quand même dans le respect des droits de l'homme, d'aspiration démocratique, je dirais. Et donc c'est dans ce sens-là que se joue vraiment la finesse de la réflexion, c'est de dire que finalement, si on essaie de dresser un état des lieux de la situation, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a une tendance islamophobe, avec des discriminations flagrantes, avec une instrumentalisation médiatique du musulman et de faits divers qui sont diabolisés et qui finalement suscitent un amalgame et qui mettent des postures d'individus au nom de toute une communauté. Et finalement, donc ça crée beaucoup de frictions, beaucoup de difficultés. On en arrive à des instrumentalisations politiques, à des discriminations au niveau scolaire aussi, vu les règlements d'ordre intérieur, vu les règlements dans le milieu professionnel aussi, qui finalement arrivent à donner des chances inégales de réussite au niveau scolaire, au niveau professionnel, aux élèves ou aux personnes citoyens belges de conviction musulmane. Donc je pense qu'à ce niveau-là, donc, il y a des signaux alarmants qui ont été mis en évidence ce soir. Il y a des législations qui sont existantes, il y a des rapports d'interculturalité, des rapports au niveau de la diversité, des égalités des chances au niveau de l'emploi. Il y a beaucoup d'organismes qui sont existants comme le MRAX, comme ECRI, qui est un monitoring au niveau de la communauté européenne pour donner des recommandations. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont là et qui nous indiquent clairement quelle est la législation en vigueur et qui finalement mettent en évidence qu'il y a des injustices qui ne sont pas cautionnables par la loi et qui sont donc pénalisables. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire au niveau des politiques pour qu'ils arrivent enfin, dans le rôle éducatif de la société, à avoir des politiques de promotion de l'éducation de l'identité musulmane et permettre une normalisation de l'identité musulmane. Mais pour moi, normalisation, ça veut dire accepter que l'identité musulmane, telle que le musulman décide de la pratiquer, soit reconnue et qu'on le considère comme un citoyen à part entière qui peut être actif et s'impliquer dans toutes les sphères sociétales en vue d'être considéré comme un être humain à part entière, en faisant abstraction de son aspect extérieur et en faisant prévaloir ses compétences et son originalité et sa particularité et sa richesse de personne musulmane. Mais les démarches pour les musulmans sont beaucoup plus difficiles, je veux dire, pour rester citoyen dans cette société, surtout pour la femme par rapport au voile. Que doivent faire ces jeunes filles qui doivent aller à l'école et qui portent le hijab ? En tout cas, moi je pense que je suis active depuis plusieurs années dans différents domaines. Au moment du collectif Touche pas mon foulard, on essaie déjà d'élaborer des stratégies. Donc dans les années, fin des années 80, fin des années 99, 2000, début du XXIe siècle. C'est clair qu'en tout cas ces stratégies sont arrivées à leur fin. Et depuis 3 ans, je travaille dans la cellule droits des femmes qui émerge de Femmes musulmanes de Belgique, où on fait un travail en réseau avec des mouvements féministes qui acceptent et qui reconnaissent notre droit de femmes musulmanes à être libres de notre corps et de notre tête. Et finalement, donc, on arrivait à avoir des actions au niveau des bureaux politiques, des cabinets politiques et autres pour les sensibiliser et les responsabiliser. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a des accommodements raisonnables qui sont possibles. La législation, elle est là et normalement, elle permet la reconnaissance de cette identité et ce choix de porter le voile, puisque finalement, les droits de l'homme s'inscrivent dans le respect des convictions religieuses. Donc je pense qu'il faut vraiment, en cas de litige, porter plainte, parce que c'est sur base de ces éléments forts que le MRAX ou que le Centre de l'égalité des chances pourra entreprendre des démarches et faire valoir les droits qui sont prévus dans la législation et le droit commun actuel. Et en même temps, je pense que si, à la longue, on en arrive à entretenir une forme de communautarisme et à mettre en péril les valeurs éducatives qui sont source d'épanouissement et d'émancipation, entre autres de la femme, je pense qu'on a bien des écoles juives, on a bien des écoles catholiques. Il faudra peut-être qu'on finisse par penser, si on n'est pas reconnu dans notre identité, à penser à des écoles musulmanes. N'est-ce pas une désunion des musulmans qui est la cause de cette faiblesse ?
Cet non-aboutissement? C'est clair qu'en tout cas, moi je pense que les situations auxquelles on est confronté, on est toujours quelque part responsable. Et dans certains cas, c'est un peu nos investissements, nos implications ou notre inertie qui donne finalement le résultat auquel on est confronté. Donc c'est vrai que je pense que la communauté musulmane s'inscrit aussi quelque part dans un manque de mobilisation. Et je pense qu'il y a besoin vraiment d'éduquer et de responsabiliser, parce que la citoyenneté, ça veut dire des droits, mais ça veut dire des devoirs aussi à faire respecter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits, on ne les sert pas sur un plateau. Il faut aller les acquérir, il faut les revendiquer. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire. C'est vrai que je me dis, comme je le disais tout à l'heure, quand un musulman ou des parents migrants viennent de pays où il y avait des formes de dictature, je me rends compte qu'il y a une difficulté à revendiquer la légitimité de ces droits. Mais je pense qu'ici, en Europe, il faut absolument que les jeunes, les citoyens, ces jeunes belges maintenant de la nouvelle génération et qui seront l'espoir de l'avenir, se responsabilisent au niveau de ces devoirs et de ces droits et revendiquent et construisent leur identité ensemble en s'investissant et en essayant d'avoir des actions à long terme et de garder l'espoir. Nous avons relevé plusieurs soucis, dont le port du voile, et certains intervenants ont dit que c'était un faux débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par un faux débat, c'est une question qui se pose en tout cas, et qui, ces interdictions de port de foulard, qui entravent finalement la scolarité de certaines personnes qui veulent porter le foulard. Donc c'est un débat qui vient de France, il faut le savoir, un débat difficile mais qui doit se résoudre par l'idée très libérale qui consiste à dire que celle qui veut porter le foulard doit pouvoir le porter, et celle qui ne veut pas le porter n'a pas à le porter. Donc ni obligation, ni contrainte pour obliger, ni contrainte pour ne pas le porter. Voilà, je pense que c'est une question de liberté, tout ça. Il y a plus une contrainte de ne pas le porter au sein des écoles aujourd'hui et au sein du travail. Oui, mais justement, le principe de base en démocratie, c'est la liberté de choix dans sa façon de vivre. Évidemment, il y a parfois des cas limites. Par exemple, on dit que dans certaines écoles, certaines vont au-delà du simple foulard. C'est des cas marginaux, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas prendre les exceptions pour la règle. Mais le Conseil d'État en France a bien étudié le problème avant qu'il y ait cette loi qui interdit. Il y avait une jurisprudence du Conseil d'État qui disait qu'il y a liberté de porter le foulard, ça c'est la règle. L'exception, c'est l'interdiction lorsqu'il y a trouble dans l'établissement, lorsqu'on ne suit pas les cours de natation, etc. C'est chaque fois des cas, disons, limites. Mais le principe de base, c'est qu'une jeune fille qui dit la jurisprudence du Conseil d'État, avant la loi qui interdit le foulard, eh bien, elle pose un équilibre entre le droit et les devoirs. C'est qu'une jeune fille qui veut porter le foulard à l'école, qui fait ce choix librement, sans contrainte, peut le faire pour autant qu'elle respecte le règlement d'ordre intérieur, qu'elle suive tous les cours, qu'elle ne fasse pas de prosélytisme et qu'elle ait une attitude, disons, qui est tout à fait correcte et convenable par rapport à ses autres condisciples. C'était ça un peu que les magistrats ont décidé avant que la loi n'interdise complètement en France le port du foulard. Nous avons constaté que beaucoup de musulmans se considéraient comme citoyens de seconde zone. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cela? C'est regrettable et c'est dangereux. Je crois qu'il ne faut pas se considérer comme un citoyen de seconde zone. Il faut arrêter de se complexer. Il faut se considérer comme un citoyen à part entière. Il faut se donner les moyens. Ce n'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il y a des discriminations à l'emploi, à l'embauche, au logement, etc. Mais il faut justement s'affirmer avec sagesse, pas de manière excessive, avec sagesse, comme on est, pour son équilibre psychologique et aussi pour que la démocratie fonctionne bien avec des gens qui soient des citoyens, pas de seconde zone, mais citoyens à part entière. Est-ce que l'islam aujourd'hui, on peut dire qu'il fait peur en Europe et dans le monde d'ailleurs? L'islam fait peur à une partie de l'opinion publique. Mais je crois que depuis 10 ans, je ne pense pas que la situation s'est aggravée. Je crois même que à Bruxelles, par exemple, je pense que l'opinion publique s'est un peu habituée à la présence musulmane. Donc avec le temps, moi je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt raisonnablement optimiste. Sur le long terme, je crois que finalement, les gens finissent par se connaître et les préjugés tombent, pour autant que chacun fasse un effort, pour les musulmans, un effort de dialogue, de montrer qui ils sont, qui montrent qu'ils respectent la loi, la Constitution, qu'ils ont des devoirs qu'ils respectent, mais également des droits qu'ils doivent être respectés sans discrimination. Donc je crois qu'il y a beaucoup de problèmes, il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas non plus tomber dans la logique de la victimisation, en se montrant toujours nous sommes victimes nous sommes victimes. C'est vrai que nous sommes parfois victimes de discrimination, mais raison de plus pour faire des efforts et pour essayer de s'en sortir. Eh bien, la place des musulmans est celle que moi-même j'occupe. Je suis belge, je suis musulman,
Et je me sens bien, je me sens citoyen. Je ne me pose pas tous ces problèmes que l'on se pose. Je crois que si on éduquait nos enfants dans le sens de la citoyenneté et non pas les maintenir comme étant des enfants d'émigrés, on aurait déjà fait un grand pas vers cette citoyenneté avec ce plus qui est notre islam. Si on expliquait notre islam convenablement aux enfants dans une langue qu'ils comprennent, c'est-à-dire si nos imams parlaient la langue de ce pays et vivaient au XXIe siècle, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes de citoyenneté. On est bien dans ce pays. Mais quand on entend des enfants qui disent « moi je suis belge quand je suis à l'école, mais marocain quand je suis dans la rue », il y a quelque chose qui ne va pas. L'éducation ne s'est pas faite, le message n'est pas passé. Et le plus grave, le message de l'islam n'est pas passé. Vous, en tant que Belge converti, est-ce que quand on s'adresse à la communauté musulmane, on ne pense pas plus aux immigrés qu'aux Belges convertis? On ne vous oublie pas un petit peu dans cette société? Je l'ai encore remarqué ce soir, on parle d'arabo-musulmans, on parle de musulmans comme s'ils venaient d'une autre planète, et on oublie qu'ici en Belgique, il y a 60 000 convertis. Et que tous les jours, ils s'en rajoutent. Et quel est votre sentiment, vous, en tant que converti et citoyen belge? Eh bien, on se sent des musulmans à part. On ne se sent pas intégré dans cette communauté. Parce que quand ils parlent toujours de leurs problèmes, et les problèmes qu'ils ont, ils se sont créés ces problèmes. Parce qu'ils n'ont pas accepté cette citoyenneté. Quand vous entendez un père qui dit à son enfant « Non, tu n'es pas belge, tu es marocain ». Non, il est né ici. Il a des racines peut-être à l'étranger, par ses parents. Il a toute une histoire, il a un passé, par ses parents. Mais sa véritable histoire, elle est ici, à partir du moment où il est né. S'il était né au Maroc, il aurait son histoire au Maroc. Il est né ici, il a son histoire ici. Il a la langue ici. Il adopte les coutumes d'ici. Il mange les frites. Il préfère les frites que le couscous. Donc il est bien citoyen de ce pays. Alors maintenons-le citoyen et rajoutons-lui ce petit plus qui est l'islam. Mais il faut lui expliquer cet islam. Il ne faut pas se contenter d'ouvrir des grandes mosquées en disant « Regardez, nous avons des jeunes de plus en plus. » Et puis il y a un brave gars là sur un escalier qui est en train d'hurler en arabe pendant 1 heure. Le jeune sort de là, il n'a rien compris. Et il arrache le sac d'une bonne femme dans la rue. Voilà, le message n'est pas passé. C'est ça le refus de la citoyenneté. Quelles seraient donc les solutions pour arriver à faire connaître cet islam qui est pour tout le monde et non pas que pour les Arabes? Alors, pour pouvoir justement faire qu'il n'y ait qu'une seule communauté, il faut déjà arrêter ces clivages de Marocains. Je l'ai entendu ce soir encore, on parle de Marocains. Il n'y avait pas que des Marocains dans la salle. Isabelle Prey n'est pas marocaine, je ne suis pas marocain. Il y avait d'autres citoyens dans la salle qui n'étaient pas marocains. Donc arrêtons de ramener toujours tout à son origine. Nous sommes citoyens de ce pays. Si on ne veut pas prononcer belge, on ne se prononce pas belge, mais on parle de citoyens. Et donc là, ils ne sont pas assez investis en tant que citoyens? Ils s'investissent quand ça leur apporte. On est président de ceci, on est président de cela parce que ça fait bien. Alors là, on est citoyen. On est député. Député de quoi? Député belge? Non. Non, parce qu'on va faire allégeance à Sa Majesté. On n'est pas député belge. Si on était député belge, on ne va pas courir embrasser la main de Sa Majesté. On le fait en tant que citoyen marocain, mais pas en tant que député belge. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment voulez-vous que les jeunes comprennent ce que c'est que la citoyenneté de ce pays s'ils voient ceux qui sont en exemple s'enfuir ailleurs? Faire allégeance à d'autres? Non, il n'y a qu'une allégeance à faire, c'est ici. Le combat de l'islam, c'est ici qu'il se fait. Le message de l'islam, c'est ici qu'il se fait. Si on veut que l'islam se régénère, que l'islam se renouvelle, c'est ici qu'il faut le faire. Ce n'est pas en Arabie Saoudite, ce n'est pas au Maroc, ce n'est pas en Turquie. C'est ici, en Europe. Donc nous pouvons comprendre la position des non-musulmans qui sont un peu heurtés par leur comportement. Oui, parce qu'on n'explique pas notre message. On n'explique pas ce que c'est que l'islam. Alors qu'est-ce qu'ils voient de l'islam? Ils voient le gars qui arrache un sac, ils voient ce qui m'est arrivé, moi, 5 Marocains qui lui sautent dessus et qui lui cassent la figure pour voler son portefeuille, voilà ce qu'ils voient. Parce que le brave gars, le vrai musulman, celui qui est sincère, on ne le voit pas dans la rue. Il ne se fait pas remarquer. On ne voit que les voyous dans la rue. Mais il s'appelle Mohamed, il s'appelle Youssef, il s'appelle Rachid. Ça, c'est le mauvais message.